Voilà, donc comme j'ai le rôle de ministre aujourd'hui, ce qui peut changer demain, mais j'ai le plaisir à la fois d'avoir une cravate, Bruno, et d'être au pupitre et de lire attentivement le discours qu'on m'a préparé. Alors au début, je ne les lisais pas, mais comme je me suis rendu compte qu'ils étaient tellement mieux que ceux que j'improvisais, au bout d'un moment, je me suis... voilà. Donc, mesdames et messieurs, en vos grades et qualités, je suis très heureux de vous retrouver ici à l'occasion des 6 ans du plan Deep Tech. C'est un anniversaire qui nous donne l'opportunité de célébrer ce qui a déjà été accompli, évidemment, depuis le lancement du plan. Mais c'est aussi l'occasion, évidemment, de tracer quelques pistes pour la suite. Donc, je veux déjà commencer par vous adresser à toutes et à tous mes sincères félicitations pour le chemin parcouru. Le paysage a légèrement changé depuis 2019, comme ça a été mentionné par mes deux prédécesseurs. Rien qu'un chiffre, vous avez entendu déjà, le nombre d'entreprises Deep Tech créées chaque année a été multiplié par... Alors j'ai un chiffre qui est faux ici. Ah mais j'étais à 2, donc 2,2, mais je ne comprends pas parce que tout à l'heure on parlait de 80 à 300. Bon, ok. Ça dépend de quoi on parle. Ok, donc il n'y a pas que des entreprises, il y a aussi des... Bon, ok, on en parlera après alors, enfin par deux. Bon, il y a aussi quelque chose de moins tangible, mais d'aussi important à mes yeux, c'est que l'état d'esprit par rapport à la Deep Tech, il a fondamentalement changé. Il a fondamentalement changé, je crois, au sein de l'État. Il a fondamentalement changé dans les entreprises, les grandes qui nous regardent et qui vous regardent aujourd'hui. Et il a fondamentalement changé dans les laboratoires. Je veux dire, à titre personnel, j'ai créé 2 startups quand j'étais chercheur. Et je ne préfère pas vous dire ce qu'on m'avait dit à l'époque. J'étais un peu plus jeune. Mais j'ai planté les 2. Hein. Donc, mais bon. Mais voilà, je peux vous dire qu'on ne m'avait pas fait que des compliments à l'époque, mes pairs, entre guillemets. Et je crois qu'aujourd'hui, ce discours a radicalement changé. Et ça, c'est quelque chose, c'est probablement, plus que le nombre, plus que compter les startups, etc., c'est probablement une des choses les plus importantes comme résultat. Des chercheurs aux entrepreneurs, les laboratoires aux usines, la conscience d'un continuum a pris de la vigueur et c'est pourquoi participer à cet événement était pour moi incontournable. Je crois que la Deep Tech aujourd'hui, elle est incontournable pour notre économie, pour notre écosystème de transfert, mais aussi pour notre souveraineté. Pas moins. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous regardons avec une certaine fierté les 6 dernières années et avec une grande ambition les années qui nous attendent. Alors, comme ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche, j'ai mis cette question de notre souveraineté, que je mentionnais juste avant, au cœur de mon ambition, à l'échelle de la France, de l'Europe, évidemment, en tant que pays, en tant que société, en tant qu'économie. Ma conviction, c'est que cette souveraineté dépend éminemment de l'autonomie de notre recherche, de notre capacité à développer une recherche forte, indépendante et qui irrigue évidemment le tissu économique et le tissu industriel, à la fois à travers de la recherche participative, plein de dispositifs, etc., mais aussi à travers évidemment, peut-être et avant tout, avec de la création d'entreprises. Vous savez comme moi que la recherche, elle permet le retournement des hiérarchies établies entre les entreprises, entre les pays. Elle permet de poser les fondements des technologies de rupture et elle permet d'améliorer notre compétitivité au service de notre économie. Donc la question de savoir si oui ou non on veut investir dans la recherche me semble être une fausse question. Nous n'avons pas le choix aujourd'hui d'investir ou pas dans la recherche. Il suffit de regarder aujourd'hui la corrélation qu'on peut avoir entre l'innovation dans les entreprises et les montants qu'on consacre aujourd'hui pour la recherche dans les différents pays. C'est évidemment un moment essentiel. La recherche, évidemment, mais ce n'est pas à vous que je vais le dire, mais j'en suis parfaitement conscient, la recherche ne fait pas tout. Ce n'est pas parce que vous avez développé un procédé, une technologie ou n'importe quoi que vous avez créé une entreprise qui va fonctionner. Ce n'est qu'un morceau, mais c'est un morceau qui me semble être indispensable. Le moment que nous vivons au niveau international, il nous oblige à regarder nos vulnérabilités en la matière d'autonomie stratégique et de recherche et sans faux semblant. Le président de la République a eu des mots très clairs sur le sujet ces dernières semaines. Nous ne pouvons plus nous contenter d'une vassalisation heureuse. Nous devons œuvrer en faveur d'une forme de souveraineté de la recherche par la recherche. Au niveau européen, ce sujet est aussi revenu au cœur de notre effort collectif dans la continuité du rapport Draghi. Et je crois qu'à aucun niveau, nous ne pouvons faire l'économie d'un investissement massif en faveur de cette recherche. La recherche libre, elle est essentielle. La recherche fondamentale est absolument nécessaire. Elles sont nécessaires car elles nourrissent notre connaissance. Elles sont incontournables car les ruptures technologiques les plus brillantes naissent souvent dans l'obscurité des laboratoires, en dehors des plans
machiavélique pensée par les ministères de la Recherche. Et Dieu soit loué, donc j'en suis bien conscient. Si je prends un exemple que je connais un petit peu, l'intelligence artificielle a fait irruption dans la vie du plus grand nombre aujourd'hui, vous le savez. On voit tous les agents conversationnels qui marchent fantastiquement bien. Et c'est le point d'aboutissement de décennies de recherche. Les modèles d'IA, ils sont sur la table depuis très longtemps. Hein, on peut remonter aux années 60 ou 70. Et moi, je peux vous dire que quand j'étais encore un chercheur actif, ça fait une petite dizaine d'années maintenant que je ne publie plus, mais dans un domaine très très proche, il y a encore 15 ans ou allez, 20 ans, quand on parlait d'intelligence artificielle dans les meilleures universités à droite à gauche, tout le monde se marrait. Je veux dire, enfin, aujourd'hui, ça paraît... mais je veux dire, c'était ça la vérité. C'était une discipline parmi les disciplines à la frontière de l'informatique et des mathématiques qui était considérée parfois comme une discipline un peu bizarre, pas forcément, attirant pas forcément les gens les plus brillants, avec des publications parfois étonnantes, un manque de résultats ou de fondements mathématiques, etc. Tout ça, enfin, un discours que moi aussi j'ai tenu en faisant la même erreur que 99,9% de la communauté scientifique à l'époque. Et on voit bien qu'effectivement, nous n'étions pas dans le vrai. Ça rend humble et c'est quand même toujours quelque chose qui est important. Il faut toujours penser que, effectivement, ce n'est pas forcément les modèles les plus établis et qui, à la fin, vont générer la rupture et le temps long. Et donc, je pense que c'est vraiment quelque chose d'important. Donc voilà, comme ministre, j'ai la charge de soutenir une part de la recherche dans la durée, dans le temps long, mais aussi le transfert et la découverte scientifique qui mènent à l'innovation technologique. Je voudrais rappeler que le ministère a réaffirmé son engagement en assumant désormais le financement de 45 millions d'euros par an du transfert technologique dans les 3 prochaines années, en s'appuyant sur une dynamique portée par les SAT, les sociétés d'accélération de transfert de technologie. Ce financement, c'est aussi le signe d'une ambition, celle qu'il est possible de transformer l'écosystème du transfert technologique en le rendant plus proche des territoires et de la recherche universitaire, plus agile aussi, je sais que la BPI est très attentive à cette question avec raison, plus agile dans son fonctionnement et tout simplement plus efficace au service des porteurs de projets. Beaucoup d'investissements ont été faits dans les SAT aujourd'hui, et je pense qu'on va continuer, mais qu'il faut aussi accepter de parfois changer et d'améliorer le modèle quand c'est nécessaire. Il faut accompagner le transfert de technologie, et nous avons encore parfois du mal à sortir de l'étape du laboratoire. Les obstacles sont de nature diverse. Il y a encore un manque d'acculturation du monde de la recherche, ça existe encore malgré ce que j'ai pu dire au début, un manque d'acculturation au secteur de l'innovation, un manque d'appétence aussi parfois, dans certains cas une défiance, ça existe encore, beaucoup moins qu'avant, mais ça existe encore. Et puis il y a réciproquement aussi un manque de connaissances et de reconnaissance de la recherche par des entrepreneurs et par les industriels. Je pense qu'il y a un vrai travail d'acculturation à faire aujourd'hui, encore aujourd'hui. Et à chaque étape, nous devons amplifier notre effort au niveau du labo, au niveau du transfert, au niveau de la technologie qui va jusqu'à l'industrialisation. Et à ce titre, je voudrais souligner qu'on essaye de mener vraiment, avec mes collègues Clara Chapaz et Marc Ferracci, un travail qui est vraiment un travail commun pour donner aux fruits de la recherche tout leur potentiel. Et pour être sûr qu'on ne faisait pas des choses différentes, on a même décidé de prendre des conseillers communs. Et comme vous savez qu'en fait le ministre n'est finalement à la fin que le porte-voix des conseillers, ça permet quand même globalement de s'assurer qu'on a une forme de continuité politique entre les différents ministères. Je crois vraiment on essaye d'incarner ce continuum du labo à l'usine, qui est vraiment notre horizon et notre souhait profond. Alors on ne part pas de rien. En 6 ans, depuis le lancement du plan Deep Tech, beaucoup a été fait. Multiplié par 2,2 le nombre de startups Deep Tech créées chaque année. Voilà, aujourd'hui, au total, 2600 startups qui sont aujourd'hui des startups Deep Tech en France. Nous avons renforcé l'intégration de l'innovation et de l'entrepreneuriat Deep Tech dans les territoires. On a amélioré le système de financement des startups dans ces domaines. Et puis, nous avons progressé aussi, je crois, sur l'acculturation dont je parlais. Le risque serait de reposer sur ce qui a été fait et de s'arrêter là. Vous savez que Marie Curie écrivait dans une lettre: on ne fait jamais attention à ce qui a été fait, on ne voit que ce qui reste à faire. Et j'essaye de m'inspirer, modestement, des travaux de Marie Curie, en tout cas là-dessus, et faire attention à ce qui a été fait, mais je vois aussi qu'il nous reste un peu de chemin à parcourir. Parmi les objectifs qui avaient été fixés il y a 6 ans, certains restent encore lointains. La tendance est bonne pour le nombre de start-up, mais ce ne sont pas elles qui assureront notre souveraineté, en tout cas pas immédiatement. Nous ne sommes pas encore au niveau en matière d'entreprises de taille industrielle sortant de ces start-up.
Et c'est évidemment ça qui va faire notre souveraineté. Ce sont des entreprises de taille intermédiaire ou de grosses entreprises solides, capables d'industrialiser leur technologie à l'échelle de notre pays et demain de notre continent. Et évidemment, on a envie de voir les startups se transformer en ces entreprises, en ces grandes entreprises de demain. Aujourd'hui, les licornes deep tech ne parcourent pas encore complètement les prairies de l'économie française. Elles gambadent, mais pas en troupeaux très denses. Évidemment, on a tous envie de voir ça. Et pour le dire peut-être de manière un peu moins bucolique et plus adaptée, hein, si nous regardons notre écosystème deep tech, on est encore à un TRL de 4 ou 5, et il faut qu'on monte un petit peu si j'ose cette comparaison. Dans le contexte actuel, nous devons aussi nous mobiliser pour arriver donc vraiment à pousser tout ce système à maturation sur l'ensemble des technologies clés qui sont nécessaires à notre indépendance stratégique. Alors comment aller plus loin? Ça commence, je l'ai dit, dans les labos, vraiment en faisant l'interaction, le travail conjoint entre laboratoires, transferts et puis aussi financeurs. Pour accélérer et fluidifier les process, nous avons un gros travail à faire, je crois, en faveur d'une forme de standardisation. Je veux absolument qu'on progresse pour uniformiser les processus de transfert. On a quand même trop souvent tendance, encore aujourd'hui, à réinventer la roue. Non seulement, alors que les roues n'aient pas la même forme et pas la même taille d'un secteur à l'autre, hein, que dans le spatial, on ne travaille pas comme dans le numérique, et que dans le numérique, on ne travaille pas comme dans le médicament. Ça, je suis quand même assez convaincu que c'est globalement à peu près correct de réfléchir à ça. Par contre, réinventer la roue sur le même domaine dans chaque université ou dans chaque organisme de recherche et en redéveloppant quelque chose de A à Z et en se relançant après dans des négociations sans fin pour des questions de pays pour arriver à converger, ça, c'est vraiment pas possible. Il faut qu'on arrive à standardiser et à uniformiser les processus de transfert. Les travaux sur ce sujet, ils démarreront très très vite, dès demain, et j'attends des résultats qui sont des résultats rapides. Il y a aussi, à côté de ça, l'enjeu que j'évoquais, celui du lien entre la recherche publique, la recherche privée et l'entrepreneuriat. Être ministre de la recherche, pour moi, c'est être ministre de toute la recherche et pas être simplement ministre de la recherche académique, même si, je ne vous le cache pas, j'y consacre une partie significative de mon temps, mais c'est bien toute la recherche qui m'intéresse, publique et privée, fondamentale et appliquée. Et on doit favoriser, évidemment, l'interaction, assumer une perméabilité très forte entre ces univers. Je pense qu'en particulier, il faut arriver absolument à ce que les chercheurs travaillent plus dans les entreprises, arriver à dépasser simplement, aujourd'hui ils peuvent le faire très facilement en faisant du conseil, comme vous le savez, mais les activités de recherche, pour le coup, être chercheur dans un organisme public ou une université, et en même temps faire de la recherche pour une start-up ou pour une entreprise, ça, c'est quasi, théoriquement en tout cas, impossible. Je pense qu'il faut qu'on arrive à progresser sur ces questions. Il faut qu'on renforce la proximité et la connaissance mutuelle, encourager les collaborations, recherche publique et entreprise. Les chercheurs ont tout à y gagner. Nos voisins, nos partenaires, nos concurrents, ils l'ont compris depuis longtemps et nous devons avancer dans cette direction. Ça veut dire que les entreprises en général doivent aussi jouer leur rôle pour augmenter leur investissement en recherche et en développement, qui n'est pas à la hauteur dans notre pays. On est vraiment très très en retard sur les niveaux d'investissement des entreprises, petites, moyennes ou grosses, sur les questions de recherche. Dans le jargon techno-administratif que nous chérissons, enfin nous et quelques autres dans la salle, c'est le rapport entre la DIRDA et la DIRD-E. La DIRD-A, c'est les dépenses publiques, qui sont globalement en France un peu en retard par rapport à d'autres grands pays de l'OCDE, mais pas tant que ça. Et la DIRD-E, qui est les dépenses de recherche des entreprises qui sont en France aujourd'hui, sont très en retard sur ces questions de R&D. Alors peut-être qu'aussi, il faut peut-être qu'on améliore aussi nos dispositifs publics pour encourager ce mouvement, mais c'est absolument indispensable. Nous devons aussi avoir des outils de soutien au transfert technologique pour être en mesure d'accélérer verticalement les technologies les plus prometteuses au service de notre souveraineté. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'il faut qu'on travaille sur quelques grands sujets, qui sont les sujets des agences de programmes qui ont été créées récemment. C'est des sujets essentiels pour notre souveraineté, pour la recherche, et que, quelque part, derrière ces grands sujets, qui sont le spatial, les composants, enfin, microélectronique, l'IA, le digital, les transports, etc. Enfin, c'est quelques grands sujets qui sont absolument structurants pour la souveraineté de la France et la souveraineté de l'Europe. De demain, il faut réfléchir à des outils de transfert qui sont des outils de transfert qui sont simples, qui sont faciles et qui sont pensés peut-être un peu verticalement. Je pense que c'est indispensable pour avancer. Au niveau territorial, j'ai eu l'occasion de le dire la semaine dernière, devant les représentants des pôles universitaires d'innovation, les universités seront confortées dans leur responsabilité de chef de file.
Ces PUI ont vocation à incarner ce rôle en s'appuyant sur toute l'expertise présente au sein des organismes de transfert et en particulier au sein des réseaux des SAT. Je leur ai dit que l'accompagnement du ministère sera constant, mais qu'il dépend aussi, pour être très clair, d'un engagement de leur part en faveur de la transformation, de l'amélioration des mécanismes actuels de transfert qui, aujourd'hui, sont encore trop complexes, trop lents. Il faut absolument qu'on arrive à améliorer ça. Il faut qu'on réduise aussi les coûts de fonctionnement de ces différentes sociétés d'accélération de transfert et de technologie qui sont bien trop élevés aujourd'hui par rapport à un niveau moyen. Au niveau national, les agences de programme, comme je l'ai indiqué, doivent intégrer aussi cette dimension de transfert technologique. Ce n'est pas simplement des agences de programme qui sont des agences de programme de recherche, elles doivent bien intégrer l'ensemble de la chaîne. Alors, comme je me suis adressé à eux, je m'adresse à vous. Avec mes collègues de Bercy, nous partageons la même vision. Le développement technologique français constitue un élément clé de notre souveraineté. C'est pourquoi nous appelons tout l'écosystème, chercheurs, entrepreneurs, investisseurs, à se mobiliser au service de notre indépendance technologique. Pour cela, il est essentiel de capitaliser sur les résultats des 6 dernières années, et je remercie tous les acteurs, à commencer par la BPI qui nous accueille aujourd'hui pour tout ce qui a été fait. Il faut qu'on relance une dynamique autour d'un second temps du plan, et en bon scientifique, nous devons nous baser sur un diagnostic clair et objectif. C'est le résultat d'un travail de longue haleine qui a été mené par les services de la Direction générale des entreprises, qui vous sera dévoilé dès demain par les ministres Éric Lombard et Clara Chapaz, et qui servira de fondement pour construire des politiques publiques ambitieuses. J'ai également entendu de la part de certains d'entre vous, et je pense notamment à France Deep Tech, de nombreuses pistes prometteuses qu'il convient maintenant d'articuler, d'approfondir et de mettre en œuvre. D'ici 3 mois, je vous propose de nous retrouver autour d'un constat et d'une approche partagée pour poursuivre et pour amplifier l'élan en faveur de la Deep Tech française. Et dans la situation internationale que nous connaissons, cette brique, ajoutée à notre souveraineté, revêt une importance sans précédent. Peut-être, juste avant de conclure, vous dire à quel point, peut-être plus généralement sur le sujet de la recherche, à quel point je suis aujourd'hui inquiet de ce que j'entends des messages qui aujourd'hui viennent de nos grands partenaires nord-américains sur la recherche. La recherche ne se gère pas à coups de tronçonneuse. Quand je vois aujourd'hui que des grands programmes scientifiques sont arrêtés de manière unilatérale, qu'on nous propose de désorbiter, je vois quelques collègues qui sont intéressés par le spatial, quand je vois qu'aujourd'hui, Elon Musk, je ne sais pas s'il s'exprime en tant que président de SpaceX ou en tant que représentant du gouvernement américain, mais propose d'arrêter dans 3 ans la Station spatiale internationale et de la désorbiter immédiatement, enfin dans 3 ans, plutôt que 2030, comme ça a été prévu. Accessoirement, cette station, elle fait quand même l'objet d'un traité international. On pourrait éventuellement peut-être en discuter avant. Quand je vois qu'aujourd'hui, de grandes bases du NIH sur la santé, sur la biologie fondamentale, sont débranchées ou modifiées, ça veut dire qu'on ne peut plus avoir accès comme précédemment en faisant les grandes requêtes qui permettent à l'ensemble des chercheurs dans le monde de travailler sur ces questions de santé et sur ces questions de biologie fondamentale. Tout ça est très très inquiétant. Je ne vous parle même pas de ce qui se passe à la NOAA, l'Agence sur le climat et l'environnement. Tout ça est particulièrement inquiétant. La France et l'Europe prendront leur part, je pense, pour aussi réfléchir et regarder comment est-ce que nous avons sans doute parfois été peut-être un petit peu naïfs dans notre organisation, et je pense qu'il est temps aujourd'hui, c'était un peu un des objets de la réunion que nous avions hier avec les autres ministres de la Recherche à Varsovie, c'est aussi le moment, je crois, de repenser ce qu'est notre souveraineté européenne, et elle commence dans le monde de la recherche. Voilà, merci à tous pour votre mobilisation, elle est nécessaire plus que jamais, et encore une fois, avec Clara Chapaz et Marc Ferracci, nous serons au rendez-vous de cette nouvelle époque et étape d'ailleurs, les deux, et je vous remercie.